Aujourd'hui, nous allons apprendre à regarder les couleurs autrement. Et le but n'est pas seulement de dire qu'une image est belle ou jolie. Le but est de comprendre pourquoi certaines couleurs attirent le regard, pourquoi elles donnent une émotion, on peut les utiliser pour construire une image. Donc, ce cours est pensé pour les collégiens et collégiennes du Sénégal, mais aussi pour toute personne qui aime dessiner, peindre, photographier, décorer, créer des affiches ou faire de la mode, de l'animation ou du jeu vidéo. Donc, à la fin de cette vidéo, vous devez être capable de reconnaître les 7 contrastes de couleurs et de les utiliser dans vos créations. Voilà. Donc, next slide. Alors, pourquoi apprendre les contrastes de couleurs? Avant de commencer les définitions, posons une question simple. Pourquoi apprendre les contrastes de couleurs? Dans la vie quotidienne, les couleurs sont partout. Dans les tissus, les affiches, les enseignes, les marchés, les paysages, les vêtements, les décorations, les cahiers, les images numériques et les vidéos. Pourtant, nous les choisissons souvent au hasard. Quand vous allez au marché pour acheter un tissu, euh, pratiquement, mais en art plastique, on comprend, on apprend à choisir les couleurs avec intention. Un contraste de couleurs permet d'organiser le regard, pointer le regard en quelque sorte. Il permet de dire au spectateur, regarde d'abord ici, puis regarde là. Il peut rendre une image joyeuse, calme, dramatique, profonde. Donc, apprendre les contrastes, c'est apprendre à mieux observer, mieux regarder, à mieux composer ou à mieux expliquer son travail. Donc, l'idée principale à retenir dès maintenant est celle-ci. Un contraste est une relation entre deux couleurs ou deux effets visuels. Une couleur simple ne suffit pas. C'est son rapport avec les autres couleurs qui crée l'effet recherché. Alors, à la fin de la vidéo, tu dois apprendre. Bon, on peut dire que voici les objectifs du cours. Ils sont simples, mais très importants. Premièrement, tu dois pouvoir citer les 7 contrastes de couleurs. Cela veut dire connaître leur nom, leur en soi, clair-obscur, chaud-froid, complémentaire, simultané, qualité et quantité. Deuxièmement, tu dois pouvoir définir chaque contraste avec des mots simples, très simples. Il ne faut pas réciter sans comprendre. Il faut être capable d'expliquer à un camarade. Et troisièmement, tu dois pouvoir reconnaître ces contrastes dans différentes images. C'est-à-dire dans une peinture, une photo, un tissu, une affiche, un décor, une bande dessinée ou même une scène de film d'animation ou de film tout court. Quatrièmement, tu dois pouvoir utiliser au moins un ou deux contrastes dans ta propre composition. C'est là que l'apprentissage devient concret. En art plastique, on observe, on comprend, puis on pratique. Donc, comme on dit, on observe, je fais, on apprend, tu fais, puis on pratique, tu fais d'une manière autonome. Donc, gardez ces objectifs en tête pendant toute la vidéo. Alors, troisième slide plutôt. Non, c'est quatrième slide. Comment la vidéo est organisée. Donc, on a une progression en 4 temps et il faut garder ça aussi en tête. Pour ne pas nous perdre, la vidéo est organisée en 4 étapes. D'abord, nous allons observer là.
Avant de donner une définition, il faut regarder attentivement. Ensuite, nous allons essayer de comprendre, nommer les 7 contrastes de couleurs. Nous allons les nommer carrément et expliquer leur fonctionnement. Après cela, nous allons analyser des exemples visuels. Cela permettra de vérifier si les notions sont vraiment comprises. Enfin, nous allons pratiquer avec un exercice simple à faire après la vidéo. Donc, cette progression respecte la méthode normale d'un cours d'art plastique. On part du regard, on passe par la parole, puis on arrive à la création. Voilà, donc comme on dit académiquement, à travers une évaluation formative, ensuite à la fin de la vidéo, une évaluation sommative. Donc pendant la vidéo, vous pouvez mettre en pause. Quand je pose une question, c'est même conseillé. L'objectif n'est pas d'aller vite, mais de comprendre clairement. Voilà, geste, rythme, garder un ton calme. Maintenant, ce qu'il faut retenir est que ce qu'on peut faire à travers une vidéo et ce qui est différent quand on est en classe, ça veut dire que là, vous pouvez faire une pause ou bien reculer la vidéo, réécouter, ensuite jusqu'à comprendre pour pouvoir continuer. Voilà. Parce que là, c'est une vidéo qui est disponible sur YouTube, donc il faut vraiment en profiter. Alors, donc nous allons passer à la 4e slide. Alors, ici, c'est la méthode du cours d'art plastique. Alors, quelle méthode? Donc, ce sera, bon, la durée de la vidéo peut varier entre 1 heure de temps. Donc, on va essayer de le faire en 1 heure de temps. Mais en art plastique, on ne travaille pas seulement avec les mains, on travaille aussi avec les yeux, avec la pensée et avec les mots. La méthode que nous allons utiliser est très simple. Observer, verbaliser, comprendre, expérimenter et justifier. Observer, cela veut dire regarder avec attention, sans juger trop vite. Verbaliser, ça veut dire mettre des mots sur ce que l'on voit. Clair, foncé, chaud, froid, vif, terne, grand, petit. C'est ce que nous allons, c'est cette vocabulaire-là que nous allons voir durant toute la vidéo. Comprendre, c'est relier l'observation avec une notion artistique. Expérimenter, c'est essayer soi-même. En évaluation sommative ou formative, avec des couleurs, des formes ou des matériaux. Justifier, c'est expliquer ses choix. Par exemple, j'ai utilisé du rouge sur un grand fond vert pour attirer le regard. Cette méthode est importante parce qu'elle forme l'esprit artistique. Un artiste ne se contente pas de décorer, ou bien un apprenti artiste. Il fait des choix et un bon élève en art plastique apprend à expliquer ses choix avec précision. Voilà. Donc, c'est la méthode, en quelque sorte, c'est ce que nous allons faire. Donc, next slide. Alors, ici, donc, c'est quoi un contraste? C'est quoi un contraste? Comme vous le voyez ici, là, là, là. Donc, on a ici 4 types de contrastes, déjà, explicitement. Maintenant, définissons clairement le mot contraste. Un contraste, c'est une différence visible entre deux éléments contraires. On peut le dire comme ça, entre deux éléments que l'on peut comparer. Bon, par exemple, clair et foncé forment un contraste. Là, le plus clair ici, bon, on dit entre le noir et le blanc. Voilà, comme vous le voyez ici. Ensuite, chaud et froid forment aussi contraste. Ensuite, grand et petit forment aussi un contraste. Et enfin, vif et terne forment également un contraste. En couleur, le contraste apparaît quand deux couleurs ou deux effets colorés sont suffisamment différents pour que l'œil les remarque. Regardez
les mots affichés. Les mots affichés, par exemple. Clair, foncé. Chaud, froid. Grand, petit. Là, je dois mettre petit. Vif et terne. Ce sont des oppositions. L'œil humain repère très vite les différences. Si tout est pareil dans une image, le regard peut se perdre ou s'annuler. Mais dès qu'il y a une opposition, par exemple une opposition, l'œil est attiré. Il faut cependant comprendre une chose. Un contraste peut être très fort ou très doux. Il peut être violent, calme, équilibré ou subtil. Le rôle de l'artiste est de doser ce contraste selon l'effet recherché. Donc, retenez cette définition. Un contraste est une différence organisée pour produire un effet visuel. Je répète, un contraste est une différence organisée pour produire un effet visuel, comme vous le voyez ici. Alors, on peut passer. Next slide. Alors, les 7 contrastes selon Johannes Itten. Johan Itten. Donc, c'est un livre où on a clairement expliqué les 7 contrastes. Voilà, donc vous pouvez le rechercher, vous pouvez trouver ça sur YouTube pour compléter, pour regarder et faire l'analyse, analyser le contenu par vous-même. Donc, les 7 contrastes que nous allons étudier ont été théorisés par Johan Itten, un artiste et enseignant lié à l'histoire de l'art moderne et de la pédagogie de la couleur. Il a proposé une grille très utile pour comprendre comment les couleurs fonctionnent ensemble. Les 7 contrastes sont déjà le contraste de la couleur en soi, le contraste clair-obscur, le contraste chaud-froid, le contraste des complémentaires, le contraste simultané, en général moi je le mets derrière, le contraste de qualité et de quantité. Bon, le contraste de qualité et le contraste de quantité. Ne vous inquiétez pas si certains noms semblent difficiles au début, mais nous allons les expliquer un par un avec des mots simples et des images. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces contrastes ne sont pas des règles pour enfermer la création, ce sont des outils. C'est un menuisier, comme un menuisier utilise plusieurs outils pour construire un objet, donc l'artiste utilise les contrastes pour construire une image. Donc il faut le comprendre ainsi. Voilà, next slide. Alors avant de commencer, donc il faut retenir 4 mots. Il faut les retenir, voire même les noter. Alors, avant d'entrer dans les 7 contrastes, les 4 mots à retenir sont, le premier mot est teinte. Teinte. La teinte, c'est le nom de la couleur. Rouge, bleu, jaune, vert, violet, orangé, etc. Le deuxième mot est valeur. Valeur, comme vous l'entendez, c'est pas valeur en tant qu'argent ou en tant que bien, mais la valeur indique si une couleur est claire ou foncée. Par exemple, un bleu clair est un bleu foncé. Un bleu clair et un bleu foncé ont la même teinte, mais pas la même valeur. Vous saisissez? Un bleu clair et un bleu foncé ont la même teinte, mais pas la même valeur. Alors, le troisième mot est saturation. La saturation, ceux qui utilisent Photoshop ou les logiciels de conception, comme Illustrator, Photoshop, doivent savoir quelle est la saturation, puisque la saturation indique si une couleur est vive ou désaturée. Une couleur très saturée paraît pure, intense, éclatante, comme on dit en wolof, fës. Une couleur désaturée paraît plus grisée, plus douce, plus terne, délavée, comme en wolof sapi. Donc, et le quatrième mot est surface. Surface, ici, c'est la quantité d'espace occupé par une couleur dans l'image. Donc, une petite tache rouge n'a pas
le même effet qu'un grand fond rouge. Donc ces 4 mots, teinte, valeur, saturation et surface, vont nous aider à comprendre presque tous les contrastes de couleurs. Voilà. Donc next slide. Next slide. Alors, on dit en art plastique, il faut apprendre à observer parce que c'est important. C'est pour ça qu'on dit de l'art visuel. Il faut apprendre à observer. Observer, bon, en termes simples, observer, c'est bien regarder. C'est bien regarder. Mais c'est quoi la méthode d'observation en 4 questions? Alors, quand vous regardez une image, ne commencez pas directement par dire c'est beau ou ce n'est pas beau. Posez-vous 4 questions. Première question, où va mon regard en premier? Cela permet d'identifier le point d'attraction. Deuxième question, quelle couleur s'oppose? D'où viennent les contrastes? Est-ce que rouge contre vert? Est-ce rouge contre vert? Est-ce clair contre foncé? Est-ce chaud contre froid? Et troisième question, l'opposition est-elle forte ou douce? Cela permet d'évaluer le dosage. Et enfin, quatrième question, quel effet cela produit-il? Est-ce que l'image paraît calme, tendre, joyeuse, mystérieuse, profonde, etc. Cette méthode est très utile pour les élèves et pour n'importe quel apprenant car elles permettent de passer de l'observation à l'analyse. Par exemple, devant une affiche, on peut dire « Mon regard va vers le jaune parce qu'il est très lumineux et placé sur un fond sombre. Le jaune qui paraît très lumineux placé sur un fond sombre. » Là, on n'est plus seulement dans le goût personnel, on est dans l'analyse plastique. Voilà. Alors, next slide. Le contraste de la couleur en soi. Donc, c'est le premier des contrastes. La couleur en soi. Et comme vous le voyez ici, on a, bon, dans l'exemple les plus nets, l'exemple c'est rouge, jaune et bleu. Comme on peut dire rouge magenta, jaune primaire et bleu cyan. Donc, alors, nous allons commencer par le contraste. Là, vous voyez l'image ici. Donc, c'est l'exemple, c'est vraiment un bon exemple ici. Alors, nous allons commencer par le contraste de la couleur en soi. C'est souvent le plus facile à comprendre. Il apparaît quand plusieurs couleurs très différentes sont placées côte à côte. Et il est particulièrement fort avec les couleurs primaires. Comme on a l'habitude de le dire, rouge magenta, jaune primaire, bleu cyan. Et quand ces couleurs sont franches, pures et bien séparées, l'image devient très vive. Le regard passe d'une couleur à l'autre. Ce contraste donne souvent une impression d'énergie, de fête, de mouvement ou de jeunesse. Parce qu'on l'utilise en général dans les jardins d'enfants, dans les crèches, etc. Parce que les enfants sont attirés par les couleurs vives. On peut le trouver dans certaines affiches aussi, dans les jouets, dans des tissus très colorés comme le nyakhas, dans les décors de fête, dans les logos et parfois dans les œuvres modernes. Mais attention, le contraste de couleur en soi ne dépend pas d'abord du clair et du foncé. Il dépend surtout de la différence entre les teintes. Comme on avait dit, on a parlé de teintes. Une seule couleur peut avoir plusieurs teintes, il faut retenir ça. Donc la différence aussi dépend des teintes. Si je place du rouge, du jaune ou du bleu ensemble, je crée un contraste de couleur en soi parce que les teintes sont nettement distinctes. Comme ici. Là, on a le rouge et là le jaune primaire et là le bleu. Et là,
on a en question de couleur, ce sont les degrés les plus élevés de contraste de couleur en soi. Voilà, il faut le comprendre ainsi. Alors, next slide. Alors, observe. Observez pourquoi l'image paraît-elle vive ici? À observer, les couleurs sont franches, elles sont différentes. Aucune couleur ne domine totalement, le regard circule d'une forme à l'autre. Et là, comme exemple, on peut dire, prenons maintenant, comment dirais-je, prenons un moment d'observation. Regardez l'image avec les formes colorées, ce sont des primitives, hein, des formes simples, carré, genre triangle, avec un vue 3D et cylindre. Pourquoi paraît-elle vive? D'abord, les couleurs sont franches, nettes. Ensuite, elles sont très différentes les uns des autres. Le rouge, pareil, le rouge ne ressemble pas au jaune et le jaune ne ressemble pas au bleu. Aucune couleur ne disparaît complètement. Le regard circule d'une forme à l'autre. C'est exactement ce qui produit la sensation de dynamisme. Vous pouvez dire la phrase suivante. Je vois un contraste de couleurs en soi parce que plusieurs couleurs pures sont juxtaposées. Cette phrase est très utile pour répondre en classe. Maintenant, faites une courte pause mentale et essayez de trouver autour de vous un objet où plusieurs couleurs vives sont placées côte à côte. Cela peut être un cahier, un tissu, une affiche ou un emballage. Voilà. Ou même un objet placé à côté de vous. Alors ça, donc ça termine notre slide. Et on va passer au deuxième contraste, qui est clair-obscur. Alors, ici, vous voyez du blanc au noir, avec l'exemple là très clair et net. Alors, ici, ce qu'on peut dire est le contraste de clair-obscur joue sur la différence de luminosité, comme vous le voyez ici sur l'image. Ouais. Avec un bon dégradé, hein. Donc, cette luminosité est entre les zones claires et les zones sombres. Le contraste est maximal avec le blanc et le noir, comme vous voyez ici, opposé blanc et l'autre extrémité aussi noire. Mais il peut aussi exister avec des couleurs. Voilà, avec des couleurs, on va voir l'exemple après. Un jaune très clair près d'un violet très sombre. Par exemple, le clair-obscur est très important parce qu'il permet de créer les volumes. Vous le voyez ici. Avec un bon dégradé, la profondeur et l'atmosphère. Dans une scène, la lumière attire souvent le regard. La lumière attire souvent le regard. L'ombre peut rendre l'image plus mystérieuse ou plus dramatique. Bon, en dessin ou en peinture, en photographie même, ou même dans le cinéma, le clair-obscur permet de montrer la forme des objets aussi. Et sans différence entre clair et foncé, les volumes deviennent plats. Voilà. S'il n'y a pas de différence, c'est plat. Des fois, il y a une technique même qu'on appelle l'aplat, où on met simplement une couleur en soi, comme ça, sans nuance. Et là, on l'appelle l'aplat. Là, donc, quand vous voyez une image avec une forte opposition entre lumière et ombre, pensez au contraste clair-obscur. Voilà, donc tout ça saupoudré avec un bon dégradé. Voilà. Et alors, comme exemple de clair-obscur, on peut se demander où va l'œil. L'œil va où? Où va l'œil? Regardez le vase. Plutôt, la partie éclairée attire l'attention. L'ombre rend la forme plus lisible.
Le fond qui est là, sombre, renforce le blanc qui est là. Ouais, le fond sombre renforce le blanc qui est là. Et la scène devient calme et dramatique. Voilà. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre hum, avec le contraste euh, clair-obscur. Parce qu'il organise l'attention. Il peut créer vraiment une ambiance calme, grave, intime, dramatique. Et dans une composition, un tableau d'art ou n'importe quelle décoration, si vous voulez montrer un personnage important, vous pouvez l'éclairer davantage ou laisser le reste dans l'ombre. La phrase à retenir est le contraste clair-obscur met en valeur la lumière, le volume et la profondeur. C'est un contraste fondamental pour apprendre à dessiner et à peindre. Et surtout, avec la technique du dégradé. Voilà, donc cela boucle le deuxième contraste des couleurs. Donc on va attaquer le troisième contraste de couleurs qui est le contraste chaud-froid. Alors, ici, si vous regardez l'image qui est là, il y a, on appelle ça déjà, il y a je pense que c'est le quatrième contraste qu'on verra. Déjà ici avec l'image démontre ça. On a chaud, froid, et dans chaud, froid, on a aussi un autre contraste qu'on verra après. Alors ici, quand les couleurs chaudes et froides se répondent, ici, on a trois couleurs chaudes et trois couleurs froides, comme vous le voyez ici. Et on peut dire que le troisième contraste est le contraste chaud-froid, car il oppose les couleurs que l'on perçoit comme chaudes aux couleurs que l'on perçoit comme froides. Et quand on dit couleur chaude qui fait penser au soleil et couleur froide qui fait penser à l'eau ou à la végétation, plus ou moins, il faut le voir comme ça. Donc, on peut dire d'une manière plus simple, elle évoque le feu, le soleil, la chaleur, l'énergie et parfois la proximité. Les couleurs froides sont souvent le bleu, le vert, le violet et leurs dérivés. Elle évoque l'eau, l'ombre, la nuit, le calme, l'éloignement. Mais attention, cette classification peut être relative car un vert peut paraître froid, près d'un orange, mais plus chaud, près d'un bleu très froid. Voilà, je répète, un vert peut paraître froid près d'un orange, mais plus chaud près d'un bleu très froid. Le contraste chaud-froid est très utile pour créer une sensation d'espace, comme vous le voyez ici dans l'image. Souvent, les couleurs chaudes qui sont là, l'oranger est là, sur les herbes. Les couleurs chaudes semblent avancer vers nous, tandis que les couleurs froides qui sont là semblent reculer dans la profondeur. Donc, quand vous composez une image, donc pour créer l'effet ou bien l'illusion d'éloignement, il faut mettre des couleurs froides, ternes, et si pour les objets qui sont proches ou bien qui sont devant la scène, vous pouvez mettre les couleurs chaudes. Voilà. Donc, et comme exemple, ici, on a, par exemple, dans cet exemple, l'avant-plan est chaud, orangé, jaune, et lumière, il y a la lumière ici, le côté gauche. L'arrière-plan, là, est bleu, violet et brume. Vous voyez. Et ça crée l'illusion de la profondeur. Alors, ce que je dirais est que regardez bien le paysage. En termes simples, l'avant-plan est dominé par des couleurs chaudes, orangé, jaune, lumière dorée. Ces couleurs donnent une sensation de proximité. L'arrière-plan qui est là, au contraire, est dominé par
des bleus, des violets et des tons plus froids. Ces couleurs donnent une impression de distance et de brume. C'est ce qu'on appelle souvent la perspective atmosphérique. Quand on parle de perspective atmosphérique, donc pensez, visualisez cette image. Plus les éléments sont éloignés, plus ils peuvent paraître bleutés, gris ou froids. Pour un élève qui dessine un paysage, c'est une idée très importante. Si vous mettez toutes les couleurs avec la même intensité, votre paysage peut sembler plat. Mais si vous utilisez par exemple des couleurs chaudes devant et plus froides derrière, l'image devient plus lisible. Ce contraste est très utile dans les décors de bande dessinée, d'animation, de jeux vidéo et de cinéma. Voilà, il faut vraiment tenir compte de cela quand vous créez. Voilà, là, c'est le troisième contraste des couleurs. Voilà, maintenant on peut passer au quatrième contraste qui est, et dont je parlais tout à l'heure avec cette image-là. Donc, c'est le contraste des complémentaires. Alors, ici, pourquoi le contraste des complémentaires? Si vous prenez par exemple le cercle chromatique, on dit toutes les couleurs opposées sont complémentaires. Donc, dans le cercle chromatique. Donc, aujourd'hui, ce cours-là n'est pas dédié au cercle chromatique parce qu'il y a une vidéo qui porte spécifiquement sur la réalisation technique du cercle chromatique, vous pouvez le voir. Donc, je le mettrai en lien à la fin de la vidéo. Mais ici, le quatrième contraste qu'on appelle le contraste des complémentaires que vous voyez, on a 2 couleurs par 2 couleurs. Donc, on prend le plus net des complémentaires. Donc, on peut dire en termes simples, 2 couleurs complémentaires sont opposées sur le cercle chromatique. Les paires les plus connues sont rouge, vert ou rouge magenta, vert, bleu cyan ou bleu et orangé, jaune primaire ou jaune et violet. Quand 2 complémentaires, par exemple, sont placés côte à côte, comme on a ici, elles se renforcent. C'est ce que vous voyez ici, l'image. Ici, on a 2 complémentaires, rouge et vert. Donc, quand 2 complémentaires sont placés côte à côte, elles se renforcent. On dit parfois qu'elles se font chanter. Parce que chacun rend l'autre plus vive. Par exemple, un rouge paraît souvent plus intense près du vert. Par exemple, un orange paraît plus lumineux près d'un bleu. C'est un contraste très puissant, voilà, dont il faut apprendre à le doser. Si on l'utilise trop brutalement, l'image peut devenir agressive ou fatigante. Mais si on le maîtrise, il permet de créer une forte énergie visuelle. On le retrouve dans la peinture, l'affiche, la mode, la décoration, le graphisme et même particulièrement dans les logos. Voilà, donc l'exemple que vous voyez ici, donc on va le voir, on va le décortiquer dans le prochain, dans l'autre slide, donc slide 17. Pourquoi faire chanter les couleurs quand on dit complémentaire? Dans l'exemple, le rouge que vous voyez avec les tomates et le vert placé là ensemble, le rouge attire l'œil parce qu'il s'oppose fortement au vert. Le vert, lui aussi, paraît plus présent parce qu'il est près du rouge. C'est la juxtaposition qui renforce les couleurs. La phrase importante est on peut dire les couleurs complémentaires se ravivent par juxtaposition. Cela veut dire qu'elles deviennent visuellement plus intenses quand elles sont côte à côte. C'est ce qu'il faut comprendre. Il faut comprendre comme ça. Elles deviennent visuellement plus intenses quand elles sont côte à côte. Mais attention au dosage aussi. Dans une image, on peut utiliser beaucoup de vert et seulement une petite
touche de rouge. Cette petite touche peut suffire à attirer le regard. C'est ce que font souvent les peintres et les graphistes. Les peintres et les graphistes, ils ne mettent pas forcément deux grandes surfaces égales, ils jouent avec l'équilibre pour guider l'œil. Donc complémentaire ne veut pas forcément dire moitié-moitié, cela veut dire opposition efficace. Voilà. Et bon, néanmoins, on va essayer d'illustrer avec une autre slide. Par exemple, ici, là, le rouge, juxtaposition de rouge et vert, les deux couleurs se renforcent. Que vous voyez là. Maintenant, il faut faire une distinction très importante. Juxtaposer des couleurs, ce n'est pas les mélanger. Parce que si on les mélange, on aura, bon, à moins que c'est décidé, quand on juxtapose du rouge et du vert, les deux couleurs restent séparées. Elles se renforcent visuellement, mais si on les mélange réellement avec de la peinture, si on les mélange, le résultat peut devenir un gris coloré. Voilà, donc on appelle. D'ailleurs, même il y a des artistes qui disent nous allons travailler avec des gris colorés. C'est-à-dire qu'on va prendre par exemple des couleurs complémentaires, on les mélange. Il faut maintenant faire une dissection très importante. Juxtaposer deux couleurs, ce n'est pas les mélanger. Quand on juxtapose du rouge et du vert, les deux couleurs restent séparées. Elles se renforcent visuellement, mais si on les mélange réellement avec de la peinture, les couleurs, le résultat peut devenir un gris coloré. Déjà, il y a des artistes qui travaillent avec des gris colorés. Et quand on dit gris coloré, c'est mélanger des complémentaires. Bon, on peut l'appeler gris coloré ou couleur rompue. Autrement dit, les complémentaires peuvent produire deux effets opposés selon la technique. Côte à côte, elles peuvent paraître très vives. Mélangées, elles peuvent perdre leurs intensités. Cette notion est essentielle pour la pratique. D'ailleurs même, il y a des gens qui disent que moi, je ne m'habille qu'en gris coloré. Je ne m'habille jamais en couleur en soie. D'ailleurs, il ne faut jamais le faire. Voilà. Quand vous peignez, si vous mélangez trop de couleurs complémentaires sans contrôle, vous risquez d'obtenir une couleur sale ou confuse. Mais si vous les placez avec intelligence dans la composition, vous pouvez créer un effet très fort. L'artiste doit donc savoir s'il veut juxtaposer ou mélanger. C'est très important. Alors, le cinquième contraste qu'on appelle le contraste simultané, c'est un contraste que même moi, j'ai eu des difficultés à comprendre quand on était à l'École nationale des arts. Quand on faisait le cours, c'était avec les explications, c'était un peu difficile. Il faut vraiment faire des recherches, faire de la pratique pour pouvoir vraiment pas le maîtriser, mais quand même le comprendre. Alors, d'ailleurs, on peut dire d'une manière très simple, le cinquième contraste simultané, est plus difficile, mais nous allons l'expliquer simplement. Le contraste simultané concerne la manière dont notre œil perçoit les couleurs en même temps. Vous voyez? Donc, quand une couleur vive est placée près d'une couleur, près d'une autre couleur, notre œil peut chercher mentalement sa complémentaire. Je répète, quand une couleur vive est placée près d'une autre couleur, notre œil a tendance à chercher sa couleur complémentaire. Donc ici, on peut dire le rouge qui est là, on a un gris. Maintenant, quand vous regardez le gris, votre esprit, votre œil cherche la couleur complémentaire du rouge. Et le gris va apparaître plus un peu vert comme ça. Donc, je vous laisse. Et même ici, vice-versa, on a placé du gris
sur du vert, donc naturellement, notre œil cherche du rouge. Donc le gris, quand on regarde le gris cherche du rouge. Donc en termes simples, quand une couleur vive est placée près d'une autre couleur, notre œil peut chercher mentalement sa complémentaire. Par exemple, si vous placez un gris neutre à l'intérieur d'un rouge très vif, ce gris peut sembler légèrement verdâtre, mais il n'a pas, même s'il n'a pas changé réellement, ce n'est pas la couleur réelle qui change, c'est notre perception. C'est notre perception qui est influencée. Le contraste simultané montre que la couleur n'est jamais totalement isolée. Elle dépend toujours de ce qui l'entoure. Ça, la couleur n'est jamais réellement isolée. Elle dépend toujours de ce qui l'entoure. C'est pourquoi deux couleurs identiques peuvent paraître différentes selon le fond sur lequel elles sont placées. Pour les artistes, c'est très important. Il faut tester les couleurs dans leur contexte. Pas seulement les regarder séparément sur la palette. Voilà, donc les couleurs dépendent aussi de leur environnement, des couleurs qui les entourent. Ça, il faut tenir carrément ça en tête. Alors ici, on va faire encore une autre démonstration, comme ça, pour pouvoir expliquer ça d'une manière plus claire. Le gris, ici, bon, on a des gris placés sur deux couleurs complémentaires. Et le gris semble changer. Regardez cette démonstration. Les deux petits carrés gris sont volontairement neutres. Volontairement neutres. Pourtant, selon le fond coloré qui les entoure, ils peuvent donner l'impression de changer légèrement. Près du rouge, le gris peut sembler tirer vers le vert. Près du vert, il peut sembler tirer vers le rouge. C'est l'œil qui crée une correction perceptive. Donc, en termes simples, c'est notre œil qui essaie de créer la couleur complémentaire de la couleur qui entoure le gris. Ce phénomène peut produire une vibration visuelle, surtout quand des couleurs fortes sont juxtaposées. Pour les collégiens, donc, retenez surtout ceci. Une même couleur peut paraître différente selon les couleurs qui l'entourent. Je répète, une même couleur peut paraître différente selon les couleurs qui l'entourent. Donc, quand vous faites un dessin ou une peinture, ne jugez pas une couleur seule. Ne jugez pas une couleur seule. Placez-la dans une composition. Puis, observez son effet avec les autres couleurs. Donc, le contraste simultané nous apprend à faire confiance à l'observation. Pas seulement au nom de la couleur. Voilà. Alors, le prochain contraste, c'est le contraste de qualité. Et j'ai l'habitude de dire aux élèves que, avec l'exemple d'acheter un jean et de le porter pendant un an en le lavant plusieurs fois, et que, bon, vous photographiez votre jean quand vous l'achetez. Après un an, vous le refotographiez encore. Vous prenez encore une photo et vous comparez les deux, vous allez avoir ce contraste. Parce que, après plusieurs lavages, donc, la qualité au nom de la couleur, pas la qualité par rapport au tissu, mais par rapport à la couleur, le contraste va changer. Donc, on va observer un contraste de qualité. Alors, en d'autres termes, on peut dire que le sixième contraste est le contraste de qualité. Ici, le mot qualité ne signifie pas bon ou mauvais, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il désigne le degré de saturation d'une couleur. Une couleur saturée est vive, pure, intense, comme la couleur en soi. Moins fausse, en wolof, fausse, vive. Une couleur désaturée est plus grisée, plus douce, plus rompue ou plus terne, comme sapi délavé. Une couleur désaturée est plus grisée, plus douce, bon, plus rompue, comme on a dit tout à l'heure, ou plus terne. Cela ne veut pas dire que c'est une mauvaise couleur, etc. Ça ne veut pas dire aussi que l'autre est bon, l'autre est bonne. La couleur vive ressort alors davantage
que quand vous regardez des couleurs, normalement, la couleur vive, non désaturée, ressort plus que la couleur désaturée. Voilà. Il faut bien comprendre que terne n'est pas une insulte ou une mauvaise note. Ça, il faut le comprendre. La couleur vive ressort simplement davantage parce que de feu. Il faut bien comprendre aussi qu'une couleur terne peut être plus belle et très utile. Elle peut calmer une composition. Quand vous faites une composition pour harmoniser, donc en utilisant des couleurs ternes aussi, ça peut harmoniser, créer une ambiance douce ou mettre en valeur une couleur plus vive. Dans la peinture, la mode, le design ou la décoration, on utilise souvent des couleurs désaturées pour éviter que tout soit trop criarde, voilà, trop fausse. Le contraste de qualité est donc un contraste de subtilité et d'équilibre. Voilà, et d'ailleurs, je le dis, en général ici, il ne faut jamais s'habiller avec des couleurs trop saturées. Voilà, il faut toujours doser. Voilà, d'ailleurs, il faut s'habiller avec des couleurs désaturées. Voilà, bon, ça c'est un avis personnel, quoi. Voilà. Alors, ici, on va, à travers d'autres exemples, comme vif, terne, l'opposition entre vif, terne, fausse, sapi. Voilà, vive, délavé. Voilà, on peut le dire comme ça. Donc, observez ces deux couleurs. Observez-les bien. Les deux tissus. Celui de gauche qui est là, celui de gauche paraît plus vif, plus intense. Celui de droite paraît plus calme, plus grisé. La différence principale ne vient pas de la teinte, encore une fois, car les deux appartiennent à la même famille du bleu, comme on avait expliqué au début. Qu'une couleur peut avoir plusieurs teintes. Ça ne veut pas dire que cette teinte est plus beau ou plus bon ou de meilleure qualité. Non, c'est un choix. La différence principale ne vient pas de la teinte, car les deux appartiennent à la même famille du bleu, comme j'ai dit tout à l'heure. Elle vient surtout de la saturation ou de la désaturation. La saturation, ça veut dire le degré de fausse ou de délavé ou de sapi. C'est exactement le contraste de qualité. Quand vous voyez ça, on appelle ça le contraste de qualité. Une couleur saturée face à une couleur désaturée. Une couleur fausse, vive, face à une couleur sapi, délavée. Il faut le comprendre comme ça. Dans une composition, si vous voulez attirer le regard sur une zone précise, vous pouvez rendre cette zone plus vive et laisser les autres zones plus ternes. Cela marche très bien. Par exemple, dans une affiche, un seul mot en couleur vive sur un fond désaturé peut devenir très visible. Ça, il faut le comprendre. C'est-à-dire que ça, c'est d'une manière, quand c'est décidé, quand c'est un choix. Voilà, pour vouloir faire montrer ou diriger le regard, parce que dans une composition, on peut diriger le regard de la façon dont on dispose, par exemple, les couleurs. Voilà. Alors, la phrase à retenir, ce qu'il faut retenir, est la couleur saturée domine la couleur désaturée. Mais attention, il faut toujours doser selon l'effet recherché. Voilà, il faut le comprendre ainsi. Et en avant-dernier lieu, bon, d'ailleurs, on peut dire en dernier lieu, c'est le 7e contraste. C'est le contraste de quantité. Donc ici, on peut dire que c'est le contraste le plus... c'est un contraste carrément, on peut dire pas facile, mais quand même facile à comprendre. Donc, c'est pas compliqué ici. On l'appelle le contraste de quantité, comme vous le voyez. Trop de vert, un peu de rouge, mais quand même, ça ne veut pas dire qu'il y a trop, une couleur domine de par sa surface, qu'elle attire le regard. Non.
En termes simples, on peut dire le septième contraste est le contraste de quantité. Il joue sur la différence de surface occupée par la couleur. Il joue sur la différence de surface occupée par les couleurs. Ici, comme vous le voyez, la question n'est pas seulement quelle couleur. La question devient quelle quantité de chaque couleur. La question n'est pas quelle couleur, mais quelle quantité de chaque couleur dans ce contraste. C'est pour ça le nom, un contraste de quantité. Une petite tache rouge sur un grand fond vert ne produit pas le même effet que deux surfaces égales que nous allons montrer après. C'est-à-dire que le contraste de quantité oppose donc beaucoup et peu. Le contraste de quantité oppose beaucoup et peu entre deux couleurs. D'ailleurs même, deux couleurs complémentaires. Parce que là, on a rouge et sa complémentaire, c'est le vert. Donc, je répète. Une petite tache rouge sur un grand fond vert ne produit pas le même effet que deux surfaces égales de rouge et de vert. Le contraste de quantité oppose donc beaucoup et peu. Grand et petit. Large surface et petite surface. Donc, vous voyez ce que je suis en train de dire. Je répète. Le contraste de quantité oppose donc beaucoup et peu, grand et petit, large surface et petite surface. Ce contraste est très important pour la composition dans un tableau ou dans une surface, dans une décoration. Une petite couleur vive peut attirer tout le regard si elle est placée au bon endroit. Parce que ici, quand vous regardez, donc celui qui connaît la fibre de Fibonacci, le cercle, le rectangle d'or, là vous comprenez pourquoi on a choisi de mettre ici cette petite tache carrée rouge dans l'immense surface vert. Et malgré cela, cette petite tache attire le regard. C'est important. Donc, je répète, une petite couleur vive peut attirer tout le regard si elle est placée au bon endroit. Dans une image, il n'est pas nécessaire de remplir toute la feuille avec une couleur forte. Parfois, une petite touche suffit. C'est le dosage qui donne la force de l'image. Voilà, donc on va illustrer avec au next slide l'exemple que nous parlons depuis tout à l'heure. Ici, sur cette slide, nous voyons trois possibilités. Première possibilité, peu de rouge et beaucoup de vert. Dans ce cas, le rouge devient un accent, un point d'attraction. Et deuxième possibilité, rouge et vert plus équilibrés. Là, les deux couleurs entrent davantage en compétition. Et enfin, troisième possibilité, beaucoup de rouge et peu de vert. L'ambiance change complètement. Ce n'est donc pas seulement la couleur qui compte, c'est la proportion. Une même paire de couleurs peut produire plusieurs effets selon la quantité utilisée. Donc, pour vos travaux, posez-vous toujours cette question. Quelle couleur doit dominer? Quelle couleur doit rester secondaire? C'est une question de composition. Voilà, c'est une question de composition et de choix. L'artiste ne met pas la couleur au hasard. Il ne faut jamais le faire. L'artiste choisit leur importance, le but visé, son intention dans l'image. Donc, le contraste de quantité est donc un outil pour guider le regard et créer une hiérarchie visuelle. Donc, il faut le comprendre ainsi. Voilà. Alors, ceci, c'est pour terminer les 7 contrastes de couleurs d'une manière très détaillée. Voilà, il faut faire des pauses
ou bien revenir encore, écouter et regarder. Ou même sans écouter, vous pouvez regarder, analyser par vous-même. Voilà. Et ici, dans une image réelle, il est rare de trouver un seul contraste. Dans une image réelle, dans une composition, quand vous regardez à travers votre entourage, dans l'environnement où vous êtes, souvent plusieurs contrastes agissent ensemble. Par exemple, ici, un paysage, bon, un paysage peut utiliser à la fois le chaud, froid, le clair, obscur et la quantité. Bon, une affiche, par exemple, une affiche aussi, surtout les affiches que vous voyez pour les événements, peut utiliser les complémentaires et la quantité. Mais pour analyser correctement, il ne faut pas chercher à tout dire en même temps. Commencez par le contraste dominant quand vous regardez une image, c'est-à-dire celui que l'œil remarque en premier. Posez-vous la question suivante. Quelle opposition saute aux yeux quand vous regardez c'est pas une image en premier lieu? Est-ce une opposition de teinte, en général qualité, saturée ou désaturée? Est-ce une opposition de lumière sombre, clair, obscur, de température, chaud, froid, de saturation, qualité? Ou, bon, avec cette méthode évite carrément les réponses confuses. Et en classe, une bonne analyse n'est pas forcément longue. Elle doit être claire, précise et justifiée par ce que l'on voit. C'est pour ça qu'il faut savoir observer et diriger son regard. Donc, je répète, quand vous regardez une image ou un paysage, posez-vous la question suivante. Quelle opposition saute aux yeux? Ça veut dire quels sont les contrastes qui sautent aux yeux? Est-ce une opposition de teinte? Est-ce que c'est une même couleur, mais dans des degrés, voyez, différents? Est-ce une opposition de lumière? Est-ce que c'est un contraste clair-obscur? Est-ce une opposition de température? Est-ce que c'est un contraste chaud-froid? Est-ce une opposition de saturation? Est-ce que c'est un contraste de qualité? Vive ou délavé? Est-ce une opposition de quantité aussi? Voilà. Donc ça, si vous parvenez à répondre à ces questions, là, vous comprenez. Vous allez pouvoir comprendre les intentions de l'artiste. Parce que cette méthode évite les réponses confuses. Voilà. Donc, voici au Sénégal, bon, des exemples de tissus. D'ailleurs, je devrais mettre ici un njakhas, un tissu njakhas des Baïfal. Cela aurait illustré davantage. Mais ce qu'il faut retenir, c'est ici, il y a des tissus, des tenues, des affiches, etc. Parce que les contrastes de couleurs ne sont pas seulement dans les musées ou dans les livres. Ils sont aussi dans notre environnement, ici au Sénégal. Regardez, par exemple, les tissus wax, war, les basins, les affiches de concerts, les peintures murales, les enseignes de boutiques, les décorations de, de cérémonies, les paysages de Dakar, surtout de Saint-Louis, au niveau bâtiment, de Casamance, comme c'est les Bassari, des Baïfal, du Sahel et de la côte, dans les marchés, on voit souvent des contrastes très forts plutôt, comme tomates rouges opposées aux feuilles vertes, tissus jaunes et violets, objets bleus et orangés, dans les tenues traditionnelles ou modernes, comme les njakhas des Baïfal. Les créateurs utilisent souvent des oppositions de couleurs pour donner du rythme, pour faire danser l'œil. Les contrastes sont donc une connaissance pratique. Ils peuvent servir à l'élève, à un photographe, à un animateur. Et l'art plastique commence par l'observation du monde autour de nous. Voilà, donc on dit que
Faire de l'art plastique, c'est savoir observer. D'ailleurs, nous, quand on était à l'École nationale des arts, on nous demandait d'amener une couleur. Aujourd'hui, amener une couleur et amener 50 nuances de cette couleur. Et n'allez pas acheter. Il faut aller récupérer. C'est-à-dire que vous allez à travers les ruelles chercher ces couleurs-là, ces 50 nuances de bleu, de rouge, de jaune, sur des supports différents comme papier, tissu, fer, caoutchouc, branches, etc. Et là, ça apprend l'élève ou l'apprenant à savoir observer son environnement, à savoir fixer, pointer son regard sur un seul objet, sur une seule chose, et ne pas passer tout son temps à regarder d'une manière générale. Donc, c'est ce que nous faisons. On peut passer, habiter quelque part, chaque jour passer devant les maisons sans jamais les observer réellement. Voilà. C'est pour ça qu'il faut prendre un temps pour observer ce qui nous entoure et fixer son regard sur certaines choses. Voilà, c'est ça, ça signifie observer. Et les erreurs à éviter, c'est les erreurs fréquentes à éviter. Donc, on peut dire ici, première erreur à éviter, confondre vif et clair. Vif et clair. Une couleur peut être vive mais foncée, comme un bleu très saturé. Elle peut aussi être claire mais peu vive, comme un rose pâle grisé. Un rose pâle grisé. Ensuite, deuxième erreur. Bon, après, on va montrer quelques exemples. Deuxième erreur, dire simplement c'est joli sans expliquer. En art plastique, le goût personnel existe, mais il faut apprendre à justifier. Voilà. Et troisième erreur, utiliser trop de contrastes en même temps. D'ailleurs, dans le monde du design, on dit qu'il ne faut jamais utiliser plus de 3 couleurs. Voilà. Donc, utiliser trop de contrastes en même temps, si tout crie dans une image, le regard se fatigue et ne sait plus où aller. Voilà. Et quatrième erreur, croire qu'une couleur terne est mauvaise. C'est faux. Une couleur désaturée, d'ailleurs, dans la mode, d'ailleurs, il y avait des jeans délavés. On allait acheter des jeans, mais des jeans délavés. Donc, il ne faut pas croire qu'une couleur terne ou désaturée est une couleur mauvaise. Non. Une couleur désaturée peut équilibrer l'image et mettre en valeur une couleur vive. Et cinquième erreur, oublier la composition. Il ne faut jamais oublier la composition. C'est-à-dire que tout ce qui gravite autour. Une belle couleur mal placée peut perdre son efficacité. Donc, toutes les couleurs qui gravitent autour sont vraiment importantes. Donc, retenez donc ceci. Le contraste doit être choisi, dosé et organisé. C'est cette maîtrise qui transforme une simple coloration en véritable composition artistique. Voilà, ça, il faut le retenir. Et comme exemple, nous allons voir. Le contraste sert une intention. C'est-à-dire que quand vous utilisez un contraste des couleurs, il faut avoir toujours l'intention derrière. Et c'est cette intention qui guide vos choix. Ce sont les intentions, que ce soit en bande dessinée, que ce soit en dessin animé, que ce soit en jeu vidéo. Tout n'est que composition. Et c'est votre intention, c'est ce que vous voulez faire à travers un cahier de charge, à travers votre idée, ce que vous voulez défendre, avant même de toucher, par exemple, au pinceau, ou la souris, etc. Avant même de créer, il faut savoir exactement ce que vous voulez. C'est l'intention. Voilà. Est-ce que moi, en termes simples, on peut dire, un artiste ne choisit pas les couleurs uniquement parce qu'elles lui plaisent. Il les choisit selon une intention. Si je veux une image dramatique, par exemple, là. Si je veux une image, par exemple, dramatique, je peux utiliser le clair-obscur. Si je veux une image énergique, c'est-à-dire que je veux une image vraiment énergique, je peux utiliser le contraste de couleurs en soi. D'ailleurs, c'est ce que les gens font dans les crèches, dans les jardins d'enfants.
Parce que là, ouais, les enfants bougent. Donc, comme ben ñebbe si ben chin. Voilà. Donc, ça, ce sont les intentions. Voilà. Et si je veux montrer, par exemple, bon, la profondeur d'un paysage, comme les images qu'on avait montrées tout à l'heure, je peux utiliser le chaud-froid. Le chaud-froid, c'est-à-dire que des couleurs froides arrière, des couleurs chaudes en avant. Si je veux une image vibrante, par exemple, je peux utiliser les complémentaires ou le simultané. Et si je veux attirer le regard sur un détail précis, je peux utiliser le contraste de quantité en utilisant les complémentaires. Donc cela veut dire que chaque contraste peut servir un objectif, une intention. Avant de colorier, demandez-vous, quel effet est-ce que je veux produire? Calme, force, joie, mystère, distance. Une fois l'intention claire, le choix des couleurs devient plus intelligent. En art, en jeu vidéo, plus particulièrement en dessin animé, en création artistique, la couleur est un langage. Il faut le comprendre comme ça. L'intention détermine la suite. Voilà. Alors, et comme ici, comme exercice, donc si vous avez suivi jusqu'à là, voici une phrase modèle très utile pour répondre correctement en classe. Si on vous pose, par exemple, si le prof vous demande, donc vous pose des questions sur les contrastes, sur la composition, etc. Donc vous pouvez dire, donc ça c'est on peut utiliser ça comme exemple ou comme template. Je veux un contraste de 3 points. Vous dites le contraste que vous voulez parce que 3 points encore. Cela produit un effet de 3 points encore. Vous remplissez ce que vous voulez et ce sont vos intentions. Cette structure est simple, mais elle oblige à faire 3 choses. D'abord, nommer le contraste de par votre intention. Ensuite, justifier ce que l'on voit. Enfin, expliquer l'effet produit. Voilà, donc prenons l'exemple, par exemple, un exemple. Ça, c'est l'exemple, par exemple, c'est une phrase, hein, je dis ça, je donne ça, c'est juste comme exemple. Bon, je vois un contraste chaud-froid. Donc, vous voyez, je vois un contraste. 3 points de situation. Ici, je mets chaud-froid parce que l'avant-plan est orangé. Vous voyez, et l'arrière-plan est bleu. Cela crée une impression de profondeur. Voilà une réponse complète. Vous voyez, j'ai rempli simplement sur les points, les 3 points, ici, avec les contrastes que je veux faire. Je vois un contraste chaud-froid, parce que l'arrière-plan est orangé. Vous voyez, l'avant-plan est orangé et l'arrière-plan est bleu. Et cela produit un effet de profondeur. Parce que le contraste, ce type de contraste crée l'illusion de profondeur. Donc, c'est une réponse complète qu'on peut faire si on comprend bien. Car elle montre que l'élève observe, comprend et utilise le vocabulaire artistique. C'est important. Vous pouvez utiliser cette phrase pour tous les contrastes dans vos créations. Par exemple, je vois un contraste clair-obscur parce que le personnage est éclairé sur un fond sombre. Cela produit un effet dramatique. Ouais. Voilà, ce sont des exemples. Vous pouvez vraiment faire des exercices avec des images. Vous essayez de les analyser en mettant ce type de phrase. Voilà. Apprenez cette structure. Elle vous aidera dans les analyses et les exposés. Voilà. Alors, exercice pratique après la vidéo. Donc, après la vidéo, vous pouvez faire cet exercice. Donc, c'est le moment de passer à la pratique. Le sujet abordé,
et composer une image sur le thème énergie et calme. Donc, énergie et calme. Donc, ça, c'est déjà un contraste entre les deux mots, de l'énergique et le calme. En utilisant au moins 2 contrastes de couleurs, le format conseillé est A4, donc, ou bien un canson. Donc, on a l'habitude d'utiliser des cansons et c'est conseillé même si vous utilisez de la gouache. Vous pouvez travailler avec des crayons de couleur, de la gouache ou des feutres, du collage ou même un outil numérique. Bon, si vous maîtrisez Photoshop, Krita ou Illustrator, pourquoi pas. Le thème est volontairement simple, mais il demande un vrai choix plastique. Pour représenter l'énergie, vous pouvez utiliser des couleurs chaudes, vives ou complémentaires. Pour représenter le calme, vous pouvez utiliser des couleurs froides, désaturées ou des zones plus sombres. Vous pouvez aussi combiner chaud, froid et quantité, et le contraste de quantité. Ou bien même clair, obscur ou qualité. Ça dépend de vous. Ou complémentaire ou quantité. C'est-à-dire que vous pouvez prendre 2 contrastes à la fois ou 3 contrastes, ça dépend de vous. À la fin, ne vous arrêtez pas au dessin. Écrivez 3 phrases pour expliquer vos choix. Par exemple, j'ai utilisé beaucoup de bleu pour créer le calme. J'ai ajouté une petite zone orangée, orangée pour représenter l'énergie. Le contraste chaud-froid guide le regard vers le centre. C'est une justification qui montre que vous avez compris. Voilà. Je vous conseille de le faire ainsi. Si les explications sont rapides, vous pouvez reculer, réécouter, etc. quoi. Voilà. Et ce genre d'exercice, comment l'évaluer? C'est simple. Comment l'évaluer? C'est simple. C'est-à-dire que pour la compréhension ici, en général, à l'école, on met, bon, dans les collèges, à l'école, on met compréhension 4, présentation 4, créativité 6 et maîtrise technique 6. Mais ici, bon, la compréhension, c'est important, il faut comprendre. Donc, je note la compréhension, 6 points. Et la composition, comment composer les couleurs, c'est important aussi pour moi. Donc, ça permet que ça montre que vous avez compris. Donc, c'est 5 points. Ensuite, comme quatrième, c'est la technique. Ici, si vous avez compris, carrément, et si vous savez doser les couleurs, donc la technique viendra avec le temps. Donc, je donne la technique 4 points pour ne pas trop bloquer parce qu'on peut comprendre avec la pratique, la technique viendra. Ensuite, savoir justifier, je donne 5 points. Donc, technique 4, 5 points et ça fait 20. Je pense, bon, la prochaine slide détermine ça. Donc, en termes simples, 6 points, on regarde la compréhension. Les contrats choisis sont-ils vraiment reconnaissables? Sur 5 points, on regarde la composition. Le regard est-il bien guidé dans l'image? Sur 4 points, on regarde la technique. Le travail est-il soigné, maîtrisé, propre, parce que c'est important. Adapté au matériel utilisé, donc crayon de couleur, gouache, etc. Et sur 3 points, ou 4 points, on regarde la justification. Bon, la justification. Et sur 2 points, on peut valoriser l'originalité. Est-ce que vous avez copié simplement ou bien c'est de la créativité, etc. L'image propose-t-elle une idée personnelle? Et je peux dire, ce barème montre que l'évaluation ne dépend pas seulement du fait de bien dessiner, de savoir dessiner, sans comprendre. Parce qu'en art plastique, on évalue aussi la compréhension, l'intention. Surtout quand vous faites votre œuvre d'art, tout ceci doit être évalué à travers des panels. C'est comme ça qu'on note les artistes même. C'est pour ça qu'il faut carrément bien, se soucier de cela. Voilà, la compréhension, l'intention, la composition et la capacité à expliquer. Parce que si vous faites votre réalisation et que vous ne parvenez pas à l'expliquer, si on pose des questions, vous ne parvenez pas à défendre votre travail. Donc, on peut dire que vous avez fait du copier-coller, quoi. Vous ne comprenez pas ce que vous faites. Et bonjour les erreurs. Et cela donne une chance à tous les élèves, techniques ou pas. Même ceux qui ne se sentent pas très forts en dessin. Voilà. Et en guise de conclusion, quelques questions. Après, je vais donner les réponses tout à l'heure. Donc, avant de conclure,
Faisons un petit quiz. Répondez dans votre tête ou sur une feuille. Prenez une feuille. Première question. Quel contraste oppose clair et foncé? Quel contraste oppose clair et foncé? Deuxième question. Quelle paire est complémentaire? Troisième question. Bon, quelle paire est complémentaire en parlant de rouge et vert, rouge et orange? Troisième question. Bon, après, je vais donner, c'est sur la prochaine slide. Quel contraste oppose une couleur vive et une couleur terne? Là. Quel contraste joue sur beaucoup et peu? C'est la quatrième question. Et cinquième question. Pourquoi le chaud-froid aide-t-il dans un paysage? Je vous conseille de mettre la vidéo en pause. Maintenant, pendant quelques secondes pour répondre. Le but n'est pas de deviner rapidement. Le but est de vérifier si les notions sont installées dans votre mémoire, si vous retenez ce qui a été dit depuis le début. Et quand vous avez répondu, relancez la vidéo pour vérifier avec la slide suivante. Donc, les réponses sont là-bas. Alors, donc, vous faites pause. Et après, voilà, voici les réponses. Donc, vérifions les réponses ensemble. Alors, ici, le contraste qui oppose clair et foncé est le contraste clair-obscur. Et deuxième question, rouge et vert forment une paire complémentaire. Rouge et orangé sont proches, mais ils ne sont pas complémentaires. Ça, dans le cercle chromatique, on le sait. Et troisième réponse, le contraste qui oppose une couleur vive et une couleur terne est le contraste de qualité. Ouais, contraste de qualité. Et la quatrième réponse, le contraste qui joue sur beaucoup et peu est le contraste de quantité. Ça, c'était clair. Et cinquième réponse, le chaud-froid aide dans un paysage parce que les couleurs chaudes semblent souvent avancer, tandis que les couleurs froides semblent reculer, comme dans les paysages qu'on avait montrés tout à l'heure. Cela permet de créer une impression de profondeur. Si vous avez fait une erreur, ce n'est pas grave. Même moi, j'ai eu des difficultés à intégrer tout ça quand on était à l'École nationale des arts, là, avec le niveau supérieur. Donc, revenez à la partie concernée de la vidéo et réécoutez les explications. Voilà, c'est la pratique. La maîtrise vient avec la pratique. Voilà. Alors, et comme synthèse, on va mettre les 7 contrastes de couleurs. Alors, voici maintenant la synthèse générale. Vous voyez là. Il faut retenir les 7 contrastes. Il faut les retenir, je vous le conseille. Il faut les comprendre, ensuite les retenir. 1. Le contraste de couleur en soi qui oppose des teintes différentes, souvent très vives. 2. Le clair-obscur qui oppose clair et foncé. 3. Le chaud-froid, que vous voyez là, le chaud-froid qui oppose les couleurs chaudes et les couleurs froides. D'ailleurs, même dans le cercle chromatique. Et 4. Les complémentaires qui opposent des couleurs situées face à face sur le cercle chromatique, comme rouge et vert. 5. C'est le contraste le plus compliqué, à mon avis. C'est le simultané qui montre que notre perception d'une couleur dépend de son entourage, de son environnement. Et 6. Le contraste de qualité qui oppose couleur saturée et couleur désaturée. 7. Le contraste de quantité qui oppose grande et petite surface colorée. Grande et petite surface colorée. Bon, cette slide est importante. Vous pouvez la photographier.
la recopier ou l'utiliser comme fiche de révision. Si vous connaissez ces 7 contrastes et si vous savez donner un exemple sur chacun, pour chacun, vous avez compris l'essentiel du cours. Voilà, donc c'est le, on appelle ça, vous pouvez même utiliser ça dans vos compositions, dans dans vos réalisations, même dans votre manière de choisir des tissus, comme c'est la Tabaski la Tabaski Point qui arrive. Donc, un choix de tissu, vous pouvez vous baser sur ça selon votre intention pour le choix de vos tissus et pour la composition, votre manière de s'habiller, etc., quoi. Voilà. Et ce qu'il faut comprendre ici, ça, c'est un mini cercle chromatique. Donc, avec l'opposition des couleurs. Chaque couleur ici a sa couleur complémentaire, comme le jaune, violet, vert, rouge, bleu, orangé, ouais, vert, jaune. On a ici rouge, violet. Ici, bleu, vert. On a rouge, orangé. Et là, on a bleu, violet. On a ici jaune, orangé, etc. Voilà, c'est chaque couleur est sa couleur complémentaire opposée dans le cercle chromatique. Ça, c'est le cercle chromatique simplifié, comme vous le voyez ainsi. Alors, là, pour conclure, retenons une idée forte. La couleur est un langage. Quand vous maîtrisez les contrastes, vous ne choisissez plus vos couleurs au hasard. Vous apprenez à conduire le regard, à créer une émotion, à donner du sens à vos images. Un, un même dessin peut devenir joyeux, calme, dramatique ou mystérieux selon les contrastes utilisés. C'est pour cela que les contrastes sont importants pour les élèves et même pour tout le monde, pour l'ensemble des apprenants. Voilà, pour tout le monde, pour n'importe qui. Mais aussi, on peut dire plus particulièrement pour les artistes, les photographes, c'est-à-dire que les professionnels, les stylistes, les graphistes, les décorateurs d'extérieur, d'intérieur, les animateurs et les créateurs de jeux vidéo, comme le studio Amanirenas. Donc, c'est pas simplement pour les places. Après cette vidéo, je vous invite à faire un exercice simple. Soit ici une image autour de vous, une affiche, un tissu, une photo, un paysage, une tenue, et identifier au moins 2 contrastes. Ensuite, expliquez-les avec cette phrase modèle qu'on avait vu tout à l'heure. Je vois un contraste de 3 points parce que 3 points, cela produit un effet de 3 points. Voilà. Et merci d'avoir suivi ce cours et surtout continuez à observer les couleurs autour de vous. Voilà et à la prochaine. Voilà. Et voici les sources.